Bonjour, nous sommes le 13 novembre 2015, dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à des dissertations à l'usage des classes de terminale et plus. Attention, ces dissertations ne sont pas faites pour être copiées telles quelles, mais plutôt pour être reprises à sa façon en discutant. Il s'agit aujourd'hui d'un sujet de philosophie de l'art. L'art, est-ce ce qui ne sert à rien ? Alors d'abord, en introduction, il est bien évident que nous parlons ici des beaux-arts. Dans l'art, il y a deux sortes de choses. Les beaux-arts, qui servent simplement à exprimer de la beauté, et puis les arts utilitaires, qui servent justement à quelque chose, par définition. Et donc, nous ne traiterons que des beaux-arts. Cette dissertation prend une lumière particulière en ce jour où des nihilistes, au nom d'un espoir religieux, viennent d'attaquer une salle de concert, où était donné un concert de rock. Et ils ont tiré, comme cela, dans la foule des jeunes qui étaient venus pour s'amuser, face à une musique qui n'était pas prise au sens littéral, comme un culte satanique, même s'il y a des musiques qui semblent l'indiquer, mais plutôt, je dirais, comme une forme de dérision amusante à la vie dans sa difficulté, autour de rythmes endiablés où on danse, où on peut s'amuser entre soi. Ces terroristes avaient très probablement choisi leur cible exprès pour indiquer que cet art-là leur paraît, par le fait même qu'il existe, une provocation insupportable. Mais plus que l'art, c'est la vie elle-même, la vie qui se vit au jour le jour dans la joie de vivre, qui les insupporte. Alors attention, sous le coup de l'émotion, il ne s'agira pas d'en rester seulement à cet acte-là. Il y a eu bien d'autres idéologies qui se sont attaquées à l'art, et nous le verrons dans la deuxième partie. Mais dans la première partie, il faut définir ce qui sert à l'homme et ce qui ne sert à rien. Servir étant justement la marque de l'utilitaire absolu. Ne servir à rien ne veut pas dire être vain, bien au contraire. Donc, dans cette première partie, je voudrais essayer de définir ce qui sert à l'homme, d'un point de vue, je dirais, matériel. Ce mot « servir », ça veut dire être utile, factuellement. Lorsqu'on regarde un être humain, effectivement, on voit que, à la base, pour simplement exister, il y a des besoins dont il ne peut pas se passer, comme le besoin de manger, avoir à manger de manière raisonnable, le besoin d'avoir un toit pour se protéger du froid. Si ces besoins ne sont pas comblés, l'homme tombe non pas dans la pauvreté, mais dans la misère. La famine, c'est la misère absolue. Et on sait comment Staline, Lénine, à un moment donné, pour faire céder des gens sur ce qu'il estimait être le bonheur de l'homme, provoqua volontairement des famines, réduisant des régions entières à mourir de faim et de froid pendant l'hiver, dans les années 1920. Évidemment, du côté de ce qui sert à l'homme, il n'y a pas que cela. On peut chercher à être plus qu'un animal et aussi à bien vivre. Donc, il y a toute une série d'arts utilitaires qui se sont développés au cours du temps pour faciliter la vie de l'homme et ne pas être que dans les besoins fondamentaux. Donc, des techniques, par exemple, des techniques de chasse au début, qui permettaient, je dirais, d'avoir une vie sécurisée relativement. Et ce fut le lot des hommes du Paléolithique, lorsque le gibier était très important. Mais lorsqu'il se fit rare, il fallut bien inventer le néolithique, ça veut dire l'agriculture, mais aussi l'élevage. Et au début, ce fut tellement aléatoire que la misère s'empara de l'humanité. La taille des hommes diminua, et il y eut beaucoup de massacres, parce que chacun, dans sa misère, essayait de piller les ressources de l'autre. La technique de l'utilitaire, elle s'est développée jusqu'à maintenant. Et c'est parce qu'on a découvert à un moment donné que la nature, la matière, fonctionnait avec un ordre mathématique, que l'une des matières qui permet, depuis un siècle, pas plus, de discerner le niveau des étudiants est devenue les maths. Parce que les maths sont utilitaires, ils permettent de devenir ingénieurs. Tandis qu'avant, c'était le latin et le grec qui permettaient de distinguer les meilleurs étudiants, parce que
ça donnait une valeur humaniste. On appelait ça d'ailleurs les humanités, ce qui maintenant est appelé le bac. On considérait que si un étudiant qui allait devenir ingénieur n'avait pas avant une base des humanités pour comprendre ce qu'il faisait sur Terre, eh bien, il serait un pur technicien, sans aucune conscience. Or, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, justement, qu'est-ce qui fait partie de ce qui ne sert, au point de vue utilitaire, à rien? Eh bien, je dirais que c'est ce qui fait le propre de l'homme par rapport, je dirais, aux animaux inférieurs. Il faut distinguer les animaux inférieurs qui, comme le crocodile, sont dans la recherche de nourriture et la reproduction efficace. Ce sont des animaux utilitaires, on peut le dire, dans leur vie. Mais entre les deux, entre l'homme et le crocodile, il y a les animaux supérieurs, comme le chien, qui lui déjà a certaines activités qui ne servent à rien. Être simplement avec ceux qu'il aime, être content d'être avec eux, ça ne sert à rien. Sa vie elle-même consiste à être content. Donc on le voit, ça commence avec la vie animale. Ce qui véritablement ne sert à rien au point de vue utilitaire, mais qui fait le propre de l'homme, c'est ce qu'on pourrait qualifier de sa vie spirituelle. Ça veut dire sa capacité à chercher des finalités qui effectivement n'apportent que l'humanité en elle-même. L'humanité dans sa spécificité. Et on voit que certaines choses dépassent largement ce que peuvent atteindre les animaux supérieurs. Je vais en citer quelques-unes, sans être exhaustif. D'abord, le fait de connaître pour connaître. Connaître pour connaître, c'est-à-dire justement de faire de la philosophie au sens spéculatif du terme, ou de la science, pour simplement connaître l'origine du monde, comment fonctionnent les étoiles, sans aucun but utilitaire. Il ne s'agit pas d'appliquer à une technique. Le fait de connaître pour connaître, en tout cas en philosophie, parce qu'en science, souvent, une application arrive, ça ne sert à rien. Le fait d'aller voir s'il y a une colline devant soi, ce qu'il y a derrière la colline, ça ne sert à rien. Mais c'est une des choses qui est le propre de l'homme et qui fait la richesse de sa nature. Ne pas avoir, comme disaient les anciens, le front tourné vers la terre pour manger, comme le font les sangliers, ils veulent manger, mais avoir le regard détaché vers l'univers et chercher à le connaître. Mais il y a bien d'autres choses, comme par exemple aimer, pour aimer. Je ne dis pas aimer pour en retirer un avantage. Ça, c'est quelque chose que les femmes, particulièrement, les femmes y sont sensibles. Même si elles peuvent, s'il y a un divorce, devenir extrêmement utilitaires dans l'amour, ne serait-ce que pour protéger leurs enfants. Mais aimer pour aimer, ça veut dire par exemple offrir un bouquet sans intention sexuelle, uniquement pour faire plaisir. Ça, c'est aussi quelque chose qui est le propre de l'homme. Lorsque l'animal fait un cadeau à sa femelle, il la séduit, et c'est en vue de la reproduction. Alors pour l'homme, on pourra dire, derrière, il peut y avoir, dans le lointain, donc l'idée de cela, c'est vrai. Mais il peut y avoir aussi l'idée simplement d'être heureux avec celle qu'on aime. Aimer pour aimer. Il n'y a certes pas de gratuité absolue dans l'être humain, mais il peut y avoir une intention au moins ponctuelle de gratuité. Autre chose qui semble ne servir à rien, c'est se poser les questions des pourquoi, donc chercher le sens ultime à la vie. La sagesse, comme l'appelait Aristote, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où vais-je, qui est donc le sommet de la philosophie. Il y a eu un philosophe au XIXe siècle qui montrait que ça ne sert à rien et que l'homme deviendrait adulte lorsque ces questions-là, il ne se les poserait même plus. Il serait dans l'utilitaire pur. Il s'appelle Auguste Comte. Selon lui, ce sont les enfants qui se posent la question du « pourquoi sommes-nous sur Terre ?» Et puis, ce sont les adolescents qui vont se poser la question du « pourquoi faut-il aimer ?» Ce que se pose comme question l'adulte, une fois qu'il a compris qu'il est fait de matière, eh bien c'est uniquement ce qui est utile, comment ça marche. Et il annonçait un âge positiviste, qui serait dans l'utilitaire, l'homme serait adulte. Évidemment, sa doctrine n'a pas tenu, parce qu'il aimait sa femme. Et que, d'après ce que j'ai entendu dire, sa femme mourut, il ne put pas la sauver. Et là, ce fut pour lui un choc formidable. On peut dire même que la pensée positiviste qu'il avait annoncée ne tint pas du tout. Elle s'écroula dans la guerre 14, où l'utilitaire
fut mis au service de la destruction de l'homme, ce qui montra bien que l'homme ne pouvait pas se passer des humanités, de ce qui ne sert à rien, pour exister, simplement pour exister. Et alors enfin, il y a cette quatrième activité qui ne sert à rien, mais qui apparaît, je dirais, avec les tombes, donc avec la question de la survie, puisque quand une tombe apparaît, c'est que l'être qui a enterré son mort a pensé à une possible survie après la mort. L'autre marque de l'existence de l'esprit, c'est quand apparaissent les beaux-arts. Ça veut dire pas seulement des saguets avec des pointes faites en pierre pour chasser. Ça, c'est de l'utilitaire. Et les animaux supérieurs en font, peut-être pas à ce niveau-là de technicité, mais un chimpanzé prend une baguette pour attraper des fourmis et les manger. Un corbeau peut envoyer une noix très dure sur la route pour que les voitures l'écrasent et la manger après. Donc l'outil, l'utilitaire, c'est aussi quelque chose que l'animal peut fabriquer. Par contre, les beaux-arts, qui ne servent pas à se reproduire, parce que des animaux font des nids, par exemple en bleu, il y a un oiseau, comme ça, il lui faut du bleu, parce que ça séduira sa femelle. Mais c'est en vue de se reproduire. Non, les beaux-arts, pour exprimer la beauté, pour la repérer, la beauté. Souvent, l'art humain a évidemment comme but de répondre à la question de la sagesse, qu'est-ce que je fais sur Terre? Et sans doute que les grottes de Lascaux avaient cette idée-là. On offrait des dessins d'animaux pour remercier les animaux d'avoir donné leur vie lors de la chasse précédente et pour ne pas qu'ils préviennent leurs fantômes, préviennent le troupeau et que la chasse soit mauvaise. Donc il y avait certainement de l'utilitaire dans ces beaux-arts-là. Mais il peut arriver que les beaux-arts soient uniquement faits pour exprimer le beau. Ça veut dire la splendeur d'une forme qui touche l'âme et qu'après on peut mettre au service du vrai, du bien, de la sagesse. Alors je voudrais aborder maintenant ceux qui, au cours de l'histoire, ayant décrété avec une certaine vérité que l'art ne servait à rien, en tout cas par rapport à leur but, ont détruit l'art. En fait, on constate qu'à chaque fois qu'un groupe humain, des hommes, ont détruit de l'art, c'est toujours de la façon suivante. C'est parce qu'ils avaient exalté dans leur cœur, un cœur extrêmement sûr de lui-même et très orgueilleux, quelque chose qui leur paraissait supérieur à tout, et qui devait donc éliminer cette futilité qu'on appelle les beaux-arts. La façon de fonctionner de ces hommes-là, elle peut être extrêmement diverse, je vais en donner quelques exemples, mais ce qui la caractérise, c'est un fanatisme qui n'est pas forcément religieux, loin de là. C'est plutôt une pensée de type idolâtrique, ça veut dire on découvre quelque chose d'important pour soi, et du coup, tout ce qui est en dehors de son système d'adoration idolâtrique, on l'élimine. Le mieux, c'est de donner quelques exemples pris dans l'histoire, ne serait-ce que l'histoire du XXe siècle, mais on pourrait remonter bien plus loin, qu'on se souvienne du premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi, qui voulut faire disparaître complètement toute la littérature qu'il considérait comme inutile à son grand projet de royaume unifié, qui fit brûler les livres venant du confucianisme, parce que ça lui paraissait une science absolument inutile. Mais en ce qui concerne les beaux-arts, au XXe siècle, on peut citer par exemple ce que je considère comme étant peut-être la plus puissante, la plus atroce de toutes les idéologies qui s'est levée, à savoir Pol Pot, et la tentative d'établir le monde nouveau, le paradis sur Terre, un paradis de fourmis utilitaires, dans l'égalité d'un revenu commun, à savoir le Cambodge. Ça se passe dans les années 75. Et ce que fait Pol Pot et les Khmers rouges, c'est d'abord de vouloir détruire l'art ancien qui a façonné son pays parce que c'est bourgeois, parce qu'il sait que ça va empêcher, parce que l'être humain va résister, ça va empêcher son projet de paradis socialiste sur Terre. Et il faut avoir une pensée ici pour ce qui s'est passé au corps de ballet de Phnom Penh, à savoir des petites filles, les petits rats de l'opéra de Phnom Penh. C'est un opéra, il y a le ballet français, le ballet cambodgien, on peut dire que c'est de la danse classique. Eh bien,
elles furent toutes, ces petites filles, éliminées, avec un sac en plastique sur la terre et étouffées. Pour que non seulement l'art disparaisse, mais le souvenir de l'art. Et c'est parce que quelques-uns des maîtres de danse réussirent à survivre que cet art put être reconstitué après le malheur de cette guerre. Quelle était l'idole qu'adoraient Pol Pot et les Khmers rouges? Eh bien, c'était le bonheur sur terre, donc utilitaire, le bonheur qu'on allait imposer à l'homme malgré lui. Et c'était adorer cette chose-là comme devant scientifiquement réussir beaucoup mieux que ce qui s'était passé en URSS et dans la Chine de Mao Tse-tung. Parce que Pol Pot, il avait considéré ce qui s'était passé dans les autres pays matérialistes, où l'utilité de la production était exaltée comme une idole. Il avait constaté, par exemple, que chez Mao, ça n'avait pas marché parce qu'il avait respecté l'existence de la culture bourgeoise antécédente. Cependant, Mao lui-même avait voulu détruire quelque chose qui servait à rien, selon lui. Et l'une des choses qui lui paraît servir à rien, c'était la distinction entre hommes et femmes. D'où, à cette époque-là, le fameux costume Mao, un bleu de travail, que les femmes comme les hommes portaient, qui devait faire qu'il n'y ait qu'un seul sexe, et que le sexe soit uniquement utilitaire pour donner des enfants à la Chine. Un point, c'est tout. Or, la distinction homme-femme, le fait que l'homme, sa grâce qui touche les femmes, passe par une certaine sécurité, une force, et la grâce des femmes qui touche les hommes passe par cette fragilité, cette beauté, cette souplesse, eh bien, elle fait partie essentiellement de ce qui ne sert à rien en apparence, mais qui fait l'homme, même si elle est fondée sur une vie corporelle. Et donc, dès que Mao Tse-tung disparut, cette distinction des sexes, des beautés différentes, réapparut aussitôt, et les femmes du côté de la coquetterie, et les hommes du côté de la force. Alors, je ne peux pas citer que le communisme matérialiste. On peut citer d'autres choses qui ont détruit l'art. Prenons par exemple les talibans. Ça veut dire des islamistes qui exaltent Dieu, Dieu seul, au-dessus de l'homme. Dieu seul compte et l'homme doit lui être simplement soumis. Ils font de Dieu donc une idole qui serait ennemie de tout ce qui fait la spécificité de l'homme. Et pourtant, ce Dieu, selon eux, il a créé l'homme. Et donc, pour manifester cette volonté que seul Dieu subsiste et que l'homme soit en perpétuelle soumission à lui, ils interdirent, du côté de l'Afghanistan, tout ce qu'était l'art, la musique dans les radios, et c'était passible de peines très sévères, mais aussi les anciennes œuvres des anciennes civilisations qui rappelaient à l'homme qu'il y avait eu un art pré-islamique. Par exemple, c'est eux qui firent exploser les Bouddhas de Bamiyan, des Bouddhas géants qui avaient été construits il y a plusieurs milliers d'années. Attention, je ne veux pas dire que tout l'art était détruit par ces islamistes, y compris lorsque Daesh prit par exemple cette ancienne ville, la perle du désert qui est en Syrie, et qu'ils détruisirent un temple dédié à des anciennes idoles au temps de l'Antiquité. En fait, parallèlement, ils prenaient les œuvres d'art et ils les vendaient. Ils en faisaient un instrument utilitaire pour avoir de l'argent et pour pouvoir construire leur cause. Donc l'imposition au monde entier de cette idole qu'ils vénéraient et qui était leur Dieu, exalté au-dessus de l'homme au point d'écraser l'homme. En l'occurrence ici, c'est donc une idole de type religieux. Mais il peut y avoir des idoles de type matérialiste qui détruisent l'art religieux. Qu'on pense par exemple à Mao Tse-tung, encore une fois, qui attaqua, je dirais, le Tibet et qui mit à sac une grande partie des anciens monastères et qui fit détruire et mettre le feu à toutes les œuvres qu'avaient fabriquées au cours de plusieurs centaines d'années les bouddhistes tibétains. On voit la même chose du côté de Staline, avec les églises, avec les icônes du culte orthodoxe. Alors on pourrait dire, effectivement, que finalement, ce sont que les fanatismes matérialistes et les fanatismes religieux qui ont détruit l'art. Non, il faut se regarder soi-même dans les réactions qu'on a en Occident, où on est beaucoup plus tolérant. Qu'on se souvienne, par exemple, des réactions qu'il y eut à un moment donné lorsque un pays africain
construisit une immense basilique en plein désert, à Yamoussoukro. L'Occident condamna gravement cette dépense inconsidérée alors que le peuple était dans la pauvreté. Le problème, c'est que si nous-mêmes, occidentaux, avions réagi comme cela, au Moyen-Âge où il y avait énormément de pauvreté, est-ce que nous aurions les œuvres d'art dont maintenant nous sommes fiers dans nos villes, à savoir les cathédrales, les palais? La réaction de l'Occident fut au nom de l'utilité. Cet argent aurait dû être mis pour soulager la pauvreté du peuple. Mais il suffisait que l'Occident donne le prix de, je ne sais pas, un seul vaisseau de guerre pour aider ce peuple. Et ça aurait coûté, ça aurait été un don plus important au point de vue argent que la construction de cette simple basilique. Alors, je voudrais enfin citer une dernière façon de détruire l'art en détruisant les artistes. C'est quelque chose qui sort de l'Occident, qui vient certainement d'un nihilisme. Ça veut dire cette fois ce n'est plus le culte d'un dieu idolâtrique ou du matériel, c'est-à-dire pour être utile et pour vivre comme des animaux dans un confort. Non, il y a parfois une destruction de ce qui ne sert à rien, à savoir l'homme lui-même. C'est ce qu'on voit dans le nihilisme écologique, par exemple. Certains écologistes sont là et disent « l'espèce la plus nuisible, celle qui envahit tout le territoire de la Terre et qui empêche les autres espèces de vivre, doit disparaître, et c'est l'homme. » Heureusement, cette idée-là est extrêmement minoritaire, et des meurtres, des assassinats au nom de l'homme, espèce nuisible qui doit disparaître, sont extrêmement rares. Il n'empêche que ce nihilisme, ça veut dire cette considération de l'homme comme nuisible, existe. Et c'est, je dirais, l'inverse du djihadisme qui a frappé aujourd'hui. C'est plutôt parce que le fait de croire au néant, donc que l'homme n'a aucune utilité, qu'il est un échec de l'évolution, fait que on veut faire disparaître cet échec. Si cette idée se répandait chez certains hommes, eh bien, on aurait de la destruction d'art, de la destruction d'humains, au nom de quoi? Eh bien, la nature sans l'homme. Ça pourrait exister. Donc, que conclure de toute cette description? Eh bien, que effectivement, l'art, ça ne sert à rien. Et que tous ceux qui ont exalté une œuvre utilitaire quelconque et ont voulu l'imposer au monde avec leur fanatisme, que ce soit des scientifiques matérialistes, des nihilistes, des religieux, des athées, tous ceux qui ont voulu le faire se sont attaqués à l'art parce qu'il était en dehors de leur perspective. La conséquence de cela, c'est que finalement, l'art, il sert plus que tout. Il définit, je dirais de manière inutile et grandiose, ce que c'est que l'homme et sa spécificité, cette gratuité qui fait partie de la définition de l'homme et qui le distingue des animaux qui sont dans le pur utilitaire. Nous ne sommes pas un monde de crocodiles, nous sommes un monde affiné, avec une culture. Et toute cette humanité, il faut précieusement la garder et la donner à nos ingénieurs, sous peine que, pris par leur côté utilitaire, ils ne fassent n'importe quoi du monde. L'utilitaire, il peut s'introduire partout. Il peut même s'introduire, je dirais, dans la manipulation de la vie humaine. Au contraire, lorsque la beauté est reconnue dans ce qui existe, dans ce qu'a fabriqué la nature, eh bien un certain respect de l'art peut exister. Je voudrais, en conclusion, nuancer un petit peu ce que j'ai dit avant. Donc j'ai montré l'importance de l'art qui ne sert à rien. Cependant, il faut traiter d'un cas particulier, de quelqu'un qui s'est attaqué en partie à l'art, mais pas à tout l'art. C'est le cas d'Adolf Hitler. J'en ai pas parlé parce qu'on en fait une hyper-mémoire en Occident. Hitler, au départ, c'est un artiste raté, mais il a un goût artistique. Et quand il prend le pouvoir, eh bien, il se met à détruire l'art qui ne lui plaît pas, l'art qu'il a décrété décadent, l'art qu'il décrète juif. Donc il décrète que l'art moderne, en particulier non figuratif, doit être détruit. Par contre, l'art ancien, représentatif, qui a fondé la culture occidentale, il l'exalte. Et des œuvres d'art seront pillées dans toute l'Europe par les nazis qui, évidemment, se mettent à son école.
Je crois que ce qui faisait l'orgueil d'Hitler et qui faisait qu'il croyait que la civilisation suprême était celle de l'Allemagne, c'est qu'elle avait produit des gens comme Wagner, comme Jean-Sébastien Bach, etc. Donc, l'art lui paraissait extrêmement utile, il démontrait pour lui la supériorité de la race germanique. Par réaction, après la mort d'Hitler, eh bien, on a vu en Occident une espèce de passion pour exalter l'art, que lui avait décrété décadent, donc l'art moderne. Cette réaction était passionnelle, elle n'était pas pensée par l'intelligence. Et donc, à un moment donné, on sacralisait l'art pour l'art, c'est-à-dire que n'importe quoi qui était fait, y compris qui abîmait l'image de l'homme, était déclaré artistique et donc sacré. Et là, il faut quand même le reconnaître. Attention, quand au nom de cela, l'art lui-même devient une idole intouchable qui fait n'importe quoi. Je vais donner un exemple, et on en trouvera beaucoup sur Internet. Je crois que l'art lui-même, s'il est exalté fanatiquement comme au-dessus de l'homme, et comme un moyen de gagner de l'argent et de se moquer du snobisme de ceux qui ont adhéré à cette idéologie, l'art lui-même peut détruire l'art, peut détruire l'artiste, peut détruire la valeur de l'être humain. Donc, comme toujours, la vertu à ce niveau-là est dans un juste milieu, et attention de ne pas se faire berner par des faux artistes qui surfent, parfois pour s'enrichir, parfois pour se moquer du monde, sur cette mode.